On va démarrer. Pardon, on va démarrer. Il faut mettre votre casque. Vous allez mieux nous entendre. C'est bon pour tout le monde? Les personnes qui ont des casques m'entendent bien? Non, vous m'entendez pas? Je pense que vous pouvez régler le volume sur votre casque pour ceux qui me trouvent trop fort ou trop grave, ça va pas marcher, mais trop fort, ça peut marcher. Eh bien, bienvenue à cette table ronde sur l'urbanisme transitoire et le projet de gestion qu'on a intitulé de la gestion de l'attente à la gestion urbaine de proximité. Vous le savez, la mise en œuvre d'un projet de renouvellement est longue pour les habitants d'abord, mais aussi pour les professionnels comme vous qui travaillent au quotidien sur le quartier. Avant même la phase de travaux et ses nuisances, la phase d'attente aussi du projet urbain est critique. Le renouvellement du quartier, lui, il est attendu par beaucoup avec impatience. Les gestionnaires aussi doivent se retrouver dans un environnement qui est changeant pour assurer leur rôle d'entretien si essentiel à la qualité de vie des habitants. La bonne coordination et surtout l'adaptation de tous ces acteurs de la gestion urbaine pendant les phases d'attente et une fois le nouveau projet livré est un élément clé de la réussite du projet de renouvellement urbain. Donc cet après-midi, deux questions vont nous intéresser tout particulièrement. La première, c'est comment l'urbanisme transitoire peut anticiper et accompagner la transformation, donc les phases d'attente, les phases de chantier, et préparer le devenir du quartier transformé. Et comment il peut également amorcer ou s'articuler avec le projet de gestion. Et la deuxième question, c'est comment le projet urbain impose de repenser et adapter les modes de gestion dès la phase d'attente et jusqu'à l'après-projet, et pourquoi il faut élaborer ce projet de gestion. Pour illustrer les réponses que autant des territoires que des maîtres d'ouvrage ont apportées à ces questions et présenter les ressources méthodologiques que l'ANRU met à votre disposition, nous avons réuni autour de cette table je vous mets le film. Donc on a réuni autour de cette table tout au bout Elisio Vasconcelos, qui est directeur de projet cohésion sociale et urbaine pour la ville de M et chargé de mission métropolitaine de gestion urbaine et sociale à la métropole européenne de Lille. Bon, j'oublie rien. Parfait. Et il va nous exposer comment ont été mis en œuvre les projets de gestion sur l'ensemble des 13 quartiers en renouvellement urbain de la métropole de Lille. On a également invité Guillaume Lemoine, qui est référent biodiversité et ingénierie écologique à l'EPF Nord-Pas-de-Calais, qui va nous partager l'expérience de l'EPF sur la végétalisation et l'aménagement transitoire pour gérer l'attente et la transformation d'espaces en friche. On a également avec nous Hélène Gros, qui est chargée de mission méthodologie et process d'innovation à l'ANRU, qui va nous présenter la ressource du carnet de l'innovation sur l'urbanisme transitoire, qui a été publié par l'ANRU. Guillain Huchon, chef de projet renouvellement urbain à l'agence de Seine-Saint-Denis immobilière 3F, qui va nous présenter le projet qu'il a pu mener dans le bâtiment en question pour accueillir un coworking social. Et à côté de moi, Alice Collet, responsable du pôle cohésion urbaine, sociale et urbaine à l'ANRU, qui va nous présenter les points de clé du projet de gestion publié par l'ANRU. Merci à vous pour votre participation. Et je vous propose de commencer donc par l'intervention d'Elisio. Alors Elisio, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez conçu le projet de gestion à l'échelle des 13 NPNRU de la métropole et comment vous êtes appuyé sur l'urbanisme transitoire et notamment les petits délaissés dans le cadre de la gestion de l'attente? Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Avant de commencer, je vais donner quelques chiffres par rapport à la métropole européenne de Lille, notamment pour présenter l'ampleur du projet NPRU. La MEL, c'est 95 communes, c'est 26 quartiers en politique de la ville, c'est
1 habitant sur 6 qui vit en quartier politique de la ville. Et en février 2020, nous avons signé une convention avec l'ANRU dans laquelle on s'engage, dans l'article 8, à mettre en place des plans de gestion de site. Ces conventions, vous allez me dire, encore une convention à faire signer, c'est des conventions qu'on veut utiles, opérationnelles, pragmatiques et aussi évolutives, parce qu'elles vont vivre sur toute la période de transformation du quartier. Moi aujourd'hui, j'ai à peu près 15-20 minutes pour présenter le contenu d'une convention de gestion de site de la MEL. Il y en aura bien 13, parce qu'il y a 13 sites NPRU à la MEL. Et il y en a 13 différentes parce que, en fait, tout simplement, les quartiers sont tous différents avec des problématiques de dysfonctionnement urbain et sociaux complètement différents. Dans ce qu'on appelle les conventions de gestion de site, aujourd'hui, nous, on n'est pas parti d'une page blanche. C'est-à-dire qu'on a un retour d'expérience par rapport à l'ANRU 1. On l'avait testé sur Roubaix-les-Trois-Ponts, Wattrelos, Beaulieu et puis Lambersart, Paco. Et il y a certaines conditions. Alors ça a été une bonne expérimentation sur laquelle on a appris beaucoup de choses, mais il y a certaines conditions qu'il faut respecter pour qu'on arrive à améliorer la gestion et surtout le fonctionnement du quartier tout au long de la transformation du quartier. Donc dans un premier temps, une convention c'est du texte. C'est du texte où on rappelle, en fait c'est aussi un moment où on réunit toutes les maîtrises d'ouvrage qui entretiennent le quartier autour de la table. Et chacun s'explique ou va écrire les règles d'entretien et de maintenance de son patrimoine. C'est-à-dire qu'on a 14 items, espace vert, nettoyage des halls d'entrée, collecte des déchets. Et chaque maîtrise d'ouvrage sur sa propre compétence explique comment il fonctionne. Par exemple, nous, régulièrement, on se rend compte que sur un quartier, les maîtrises d'ouvrage ne connaissent pas le fonctionnement des astreintes. Le numéro de téléphone qu'il faut appeler à 4 h du matin parce qu'il y a le feu dans un logement ou autre. Et ça, c'est vraiment l'objectif. Après, il y a quelques sujets, donc je vais aller assez vite, sur lesquels il ne faut pas faire l'impasse. Notamment le périmètre. Le périmètre, c'est un sujet qui n'est pas anodin. Beaucoup de NPRU se sont calés sur le périmètre du NPRU. D'autres villes ont décidé de travailler sur un périmètre de vie. C'est-à-dire que comme le quartier va être complètement transformé, forcément, les rues adjacentes vont aussi être impactées par le NPRU en termes de fonctionnement, par exemple sur le stationnement, sur la collecte des déchets, mais également sur les transports, par exemple. Le deuxième point qui est vraiment aussi intéressant, c'est le diagnostic. Vous avez tous fait des diagnostics en marchant, des marches exploratoires, des entretiens avec les conseillers citoyens sur les forces, les menaces et les opportunités du quartier. Et là-dessus, il faut essayer de faire ressortir les thématiques vraiment prioritaires. Nous, on a décidé à la MEL que la première année de la convention de gestion de site, on attaquerait les sujets prioritaires. Par exemple, Lille a décidé d'attaquer la dératisation et la gestion transitoire, parce que c'est vraiment leur priorité. Et puis ensuite, ils viendront rajouter d'autres thématiques prioritaires. Et comme je vous le disais au départ, nous, on veut qu'elle soit vraiment opérationnelle, cette convention. Donc en annexe, vous allez retrouver à la MEL des fiches actions par thématique prioritaire, choisies par les directions de projet, dans lesquelles est très détaillée toutes les actions de chacune des maîtrises d'ouvrage pour éradiquer la problématique. Ça, c'est les annexes. Après, dans les annexes, vous allez pouvoir aussi rajouter des cartographies, c'est très parlant, de défauts de collecte, de dépôts sauvages, où sont concentrés les dépôts sauvages, enfin plein de thématiques que vous avez en stock. Et vous allez aussi retrouver tous les numéros de téléphone des référents de chacune des maîtrises d'ouvrage pour savoir qui on doit appeler au moment où il y a un problème sur sa domanialité. Et ça, la domanialité, c'est un sujet hyper important parce que dans les annexes, il faut une cartographie de la domanialité parce que chacun est responsable de ce qui se passe sur son foncier, tout simplement. Donc ça, c'était le contenu de ce qu'est une convention de gestion de site par NPRU. Donc nous, on va en avoir 13. On va en devoir en délibérer donc 13 conventions qui sont toutes différentes. À partir de là, nous, on s'est appuyé sur une assistance à maîtrise d'ouvrage avec le concours financier de l'ANRU et de la MEL, moite-moite, pour nous accompagner sur le suivi de ces conventions. C'est pendant 3 ans. On a un bureau d'études
qui va nous aider à avoir un regard critique sur ces conventions produites par les directions de projet localement et de travailler sur des thématiques qu'on n'a pas forcément le temps, en tant que chargé de mission GUSP, qu'on n'a pas forcément le temps de traiter. Par exemple, nous on a traité qu'est-ce qu'une résidentialisation réussie, comment faire un diagnostic du quartier de manière différente, qu'est-ce qu'un chantier à faible nuisance par exemple. Et ça permet en fait en gros de sortir un peu la tête du guidon et de travailler sur des sujets un peu plus innovants. L'AMO, elle nous accompagne aussi pour travailler sur l'évaluation de ces conventions de gestion de site. Aujourd'hui, nous, l'AMEL, on a une autre étude, AMO aussi, pour l'évaluation du NPRU. Et c'est une étude vraiment très dense, avec beaucoup de choses à faire. Et on a préféré retirer cette thématique et la mettre dans la GUSP pour travailler sur un référentiel qui va nous permettre d'identifier si ces conventions de gestion de site sont efficaces ou pas à terme. Donc, ce que je disais, c'est que ces conventions, elles vont durer 10-15 ans tout le long du NPRU, donc avant, pendant les travaux et après les travaux. Donc ça, c'est la partie AMO. Sur l'une des conditions de réussite qu'on avait déjà observées dans l'ANRU 1, c'est que si vous voulez que ces conventions soient efficaces, il vous faut un agent de proximité, quelqu'un qui est sur le terrain. Et franchement, il y a largement assez de travail pour une personne afin qu'elle suive les conventions, les actions à mettre en place par chacune des maîtrises d'ouvrage. Quand je dis chacune des maîtrises d'ouvrage, c'est bailleur, MEL, ville et autres. Et l'objectif, c'est aussi, j'en parlerai un peu plus tard, de suivre les chantiers du NPRU. Pour ce faire, cette personne, elle doit bien connaître la convention, c'est-à-dire les règles de chacun. Alors c'est la vie, il y a de la rotation, les chargés de mission bougent, et quand il y a un nouveau chargé de mission GUS qui arrive, il est censé reprendre les conventions, et du coup il retrouve vraiment les règles de chacun, avec la feuille de route à suivre, pour traiter tel ou tel sujet. Cette personne, elle va devoir mettre en place, qu'on a appelé nous à la MEL, des cellules cadres de vie. C'est-à-dire qu'on réunit les maîtrises d'ouvrage, bailleurs, ville, MEL, et on parle de ce qui s'est passé. Alors la fréquence, c'est vous qui la choisissez, ça peut être une réunion tous les mois ou une tous les trimestres. Mais on parle des dysfonctionnements observés sur le terrain. Et on parle aussi de la vie des chantiers. Donc ça, c'est une des conditions de réussite, c'est avoir un agent de proximité sur site pour le suivi des conventions. En termes de gestion, alors l'une des thématiques qui ressort le plus chez nous, c'est la gestion transitoire. On a 3 projets, l'île Concorde, Roubaix-l'Alma et puis Tourcoing-la Bourgogne, qui vont connaître de grandes phases de déconstruction. Donc il y aura beaucoup de démolitions, beaucoup d'espaces vacants. Et nous, dans le cadre de l'AMO, pour le suivi des conventions, on a voulu travailler sur cette thématique de comment mettre en place une stratégie de gestion transitoire. Alors de manière très synthétique, je vous ai mis sur le PPT quelles sont les étapes qu'on a suivies. C'est issu d'un débat entre les bailleurs, la MEL, la ville. Donc c'est pas forcément la Bible, hein. C'est le résultat d'une réflexion. Nous on a décidé que à partir du récit de la transformation du quartier, à partir du moment où vous avez un OPCU, donc une planification de toutes les démolitions, des relogements et autres, vous allez vous retrouver avec des espaces vacants. La première étape, c'est vraiment, sur carte, d'identifier les zones qui vont rester le plus longtemps en friche. Ces zones ensuite, il faut identifier par rapport aussi aux problèmes que vous avez observés dans le quartier, si vous voulez embellir la zone, la sécuriser, créer une zone de refuge pour les habitants, parce qu'eux, ils vont aussi connaître 15 ans de chantier, on va dire. Et ça, cette première étape, en gros, il faut la faire valider par les élus. Il faut avoir l'autorisation de l'élu et l'autorisation du propriétaire du foncier. Non, vous avez aussi du foncier qui est bailleur. Si vous avez cette première étape, dans un comité de pilotage local par exemple, vous pouvez passer à la deuxième étape qui est, alors qu'est-ce qu'on va faire sur ces zones? Donc là, à partir de là, il faut trouver un porteur de projet, il faut pouvoir le financer. Tout ce qui est budget investissement, il n'y a pas trop de problème, vous allez retrouver ce qu'il faut dans les FAT aménagement d'ensemble. Mais le problème,
majeur en termes de budget, c'est le budget fonctionnement. Parce qu'en gros, ces friches, il faut pouvoir les animer, il faut qu'il y ait un suivi en termes d'ingénierie. Et c'est le grand souci sur lequel qui va forcément remonter quand vous allez en discuter avec les villes, par exemple. Donc voilà en gros, nous, comment on a voulu mettre en place une stratégie de gestion transitoire. Alors ça n'a rien à voir avec le NPRU, mais dans le cadre du contrat de ville de la MEL, on a lancé il y a 2 ans maintenant une expérimentation sur 3 ans où on a voulu se réapproprier des espaces qui étaient délaissés. D'accord ? L'objectif principal, c'est justement redonner du vivre ensemble avec les habitants, leur donner un espace d'expression, mais aussi parler positivement du quartier. Parce que l'objectif demain, c'est aussi de transformer le quartier et qu'on en parle positivement si un jour vous voulez vendre de l'accession sociale. Et donc, dans ces friches, nous, on a mis ça dans l'appel à projet politique de la ville, classique, annuel, au travers d'un appel à manifestation d'intérêt, une AMI. Et on a eu 6 candidats, 6 friches. Et puis on y est allé. Franco, on a essayé de travailler, alors identifier les porteurs de projets, qui doit être une association à but non lucratif, parce qu'en fait, en gros, nous, la MEL, on a financé 10 000 € en investissement et 5 000 € en fonctionnement pour pouvoir lancer le projet. Et ces 6 sites, il n'y a pas eu que des jardins partagés. Il y a eu des choses de type parking transformé en école de cyclisme pour que les enfants puissent apprendre le code de la route, par exemple. Il y a eu d'autres sites où là j'ai pris l'exemple de l'Homme sur la première photo en bas à droite et celle de Roubaix avec un carter. Un carter, c'est genre un yurt breton qui est transformé, construit avec les habitants, où on fait du street art, c'est un lieu où il y a du potager, enfin il y a plein de choses. Et sur l'Homme, non, l'Homme c'était vraiment un espace délaissé sur lequel on a voulu travailler avec les habitants pour qu'ils se réapproprient avec un botaniste le goût des choses, des légumes et autres. Et donc on a montré grâce à cette expérimentation que c'était possible de faire de la gestion transitoire. Alors, tout n'est pas rose. On a eu quand même des points qui étaient bloquants, notamment pour signer une convention d'occupation temporaire. C'est très réglementé, surtout si c'est du domaine public. Il y a des conventions entre le propriétaire du foncier, la ville, le porteur de projet. Enfin, au niveau administratif, c'est un sujet qui est quand même à mettre en place, très compliqué. Ensuite, on a identifié qu'il y avait quand même des résistances. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élus qui ont un peu peur de la gestion transitoire parce qu'il y a des habitudes qui se créent. Et donc, si ça marche, ils ne sauront pas trop comment expliquer qu'il faut partir. Et en gros, il faut toujours trouver un plan de repli à chaque fois sur chacun des sites. Et puis, c'est toujours cette problématique. C'est pour ça que la MEL elle a mis 5 000 € de budget en fonctionnement. C'est cette partie animation qui est très compliquée à mettre en place, même si on a un porteur de projet. Donc ça, c'est une expérimentation qu'on a mis en place dans le cadre du contrat de ville. Et enfin, dernier sujet, toujours dans le cadre des conventions de gestion de site, la MEL a proposé comme pour la convention de gestion de site, la MEL a proposé un modèle. Elle l'a donné à toutes les directions de projet. Pareil pour le règlement de chantier, elle propose un modèle à toutes les directions de projet et chacune ensuite s'empare et l'adapte aux spécificités de son quartier. Le règlement de chantier, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, très simplement, il rappelle la loi, il fait des prescriptions de chantier, notamment, je sais pas, le démarrage des chantiers ne peut pas commencer avant 6 h du matin, l'organisation des entrées-sorties des camions, enfin, toutes des choses très basiques, très pragmatiques. Et puis, comment on s'organise pour la conduite et le suivi des chantiers. Certains vont même jusqu'à mettre des pénalités aux maîtrises d'œuvre. Le point qui est un peu spécifique sur ce sujet, c'est que nous, on voudrait et on est en train de le mettre en place, on voudrait 2 choses. Un, que le règlement de chantier devienne un document contractuel qui soit intégré dans les dossiers de consultation des entreprises. Ça, c'est une chose. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas.
Le règlement de chantier a été écrit avec les bailleurs, les villes en NPRU, mais aussi avec des aménageurs. Et en gros, nous, on voudrait que soient mis en place des réunions de chantier, de lancement de chantier, où on vérifie que tous les éléments sont bien réunis. Je parle de plan d'installation de chantier, de DICT, d'abattement d'arbres, de dératisation. Il y a toute une checklist à suivre. Donc c'est bien une réunion où on se retrouve avec la maîtrise d'œuvre, qui va travailler par exemple sur les espaces publics. On aura la police nationale, la police municipale, les pompiers si possible. En tout cas, ils doivent être dans la boucle pour qu'ils sachent qu'il y a quelque chose qui va se passer là pendant 1 ou 2 années. Et puis, on a une particularité chez nous, c'est qu'on intègre aussi les facilitateurs de l'insertion professionnelle pour que, en fait, juste ils échangent les cartes de visite et qu'ils proposent des personnes aux maîtrises d'œuvre qui sont notifiées. Par rapport au règlement de chantier, 1 minute. Je conclus. Sur le règlement de chantier, c'est vraiment un moyen de sensibiliser aussi les maîtrises d'œuvre. On n'est pas dans un quartier classique. On explique qu'il y a des choses qui se passent dans le quartier, qu'ils doivent faire attention au stockage de leurs matériaux, de leurs outils et autres. Et donc c'est un moyen aussi, bon, il ne faut pas leur faire peur non plus, mais c'est un moyen aussi de sensibiliser sur le fonctionnement du quartier avec les maîtrises d'œuvre. Voilà en gros, globalement, ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions, je reste disponible. Oui, ça merci. sera à la fin, les questions. Merci beaucoup, Elisio. On prendra toutes les questions à la fin. Du coup, on va passer à Guillaume. Du coup, la question qu'on voulait vous poser, Guillaume, je crois que vous savez savoir que la gestion de l'attente, c'est quelque chose que vous connaissez plutôt bien dans les EPF. C'est un peu votre quotidien. Et avec parfois plusieurs années avant qu'un projet se matérialise sur un foncier. Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus en détail comment, au sein de l'EPF des Hauts-de-France, vous avez profité de ces temps pour mettre en place des stratégies de végétalisation et de biodiversité? Tout à fait, merci pour cette invitation. Donc les EPF, effectivement, travaillent sur la logique du temps long. Chaque fois qu'on fait une intervention, eh ben, c'est plusieurs années, voire de temps en temps des dizaines d'années, notamment le site de l'Union où on est intervenu pendant 14 ans. Alors, avant de répondre à la question, qu'est-ce que l'EPF? Rapidement, eh ben là vous avez ici une photo aérienne d'un quartier à Wattrelos, c'est le site Saint-Liévin. L'EPF est intervenu à la demande de la MEL pour faire du renouvellement urbain. On va chercher des usines en déshérence. Ce site, il fait 7 hectares. Et après, on casse les usines, on déconstruit, on traite les sources de pollution concentrées, on nivelle les sols et on rend au territoire. Voilà, donc à la MEL qui nous a sollicité ou à son aménageur désigné dans le cadre de ces procédures de désignation d'aménageur, une SEM ou autre. Là, c'est la SEM Ville Renouvelée qui va travailler dessus. On laisse 7 hectares disponibles pour pouvoir faire du renouvellement urbain. Vous le comprenez, on est dans un cercle vertueux. Chaque fois qu'on intervient dans l'enveloppe urbaine, on évite la consommation d'un espace agricole, naturel et forestier. On évite la périurbanisation, on participe au ZAN, au zéro artificialisation nette. Alors, qu'est-ce que l'EPF? L'EPF, c'est quelqu'un qui travaille sur du temps long, va intervenir à la demande de la collectivité interco ou commune pour faire une maîtrise foncière. Et des fois, notre action s'arrête que là. On achète du foncier pour que le territoire ait le temps de s'organiser et monter son projet. Dans d'autres cas, eh ben, on va faire la gestion d'attente sur du patrimoine bâti avant la destruction, sur du bâtiment bâti qui ne sera pas détruit, ou sur du bâtiment, sur du terrain qu'on a déconstruit et en attendant le projet. Donc de la gestion. Après, évidemment, je vous ai parlé de travaux. Hein, on est capable de prendre en charge les travaux en grande partie sur nos financements propres. Et après, on revend à la collectivité ou on revend à son aménageur désigné pour éviter tout simplement de payer 2 fois des frais de mutation. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je vous remonte la même photo que tout à l'heure, mais sur une vision horizontale. Hein, et ce terrain-là, une fois qu'il a été déconstruit, il est prêt à l'emploi. Sauf que le temps de changer le plus, quand on passe du plus industriel à du plus urbain pour le logement, le temps de faire de l'ingénierie financière, de mettre en concurrence, de faire le projet, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ce terrain-là, évidemment, il ne va pas rester comme ça.
il va se recouvrir très très rapidement par des espèces exotiques invasives, des buddleias, des renouées du Japon. Il va se recouvrir avec des espèces rudérales, des orties, des armoises, des chardons. Il va accueillir éventuellement des espèces protégées qui vont contraindre l'aménageur à faire la séquence ERC. Donc ça sera une espèce de cadeau empoisonné. Il va donc apporter des contraintes au projet et des coûts de gestion. Et donc pour éviter d'avoir des végétations qui s'imposent à l'EPF et qui nous ramènent, je dirais, des contraintes, notamment des coûts, eh ben on a décidé tout simplement d'intervenir. Voilà, de les prendre de vitesse, ces végétations. On est sur le même site. Voilà, on a fait sur Saint-Liévin 7 hectares de prairies fleuries. On a testé des mélanges variés. On a essayé de faire de la biodiversité, voilà, en pas japonais, dans l'espace urbain, en attente. Et la grosse innovation, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de faire de la biodiversité pour la remettre en cause dans le projet? Mais entre ça et un champ de buddleia, je peux vous assurer que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Autre exemple, eh ben, le même site, avec des tests. Ici, on est capable de faire des végétations extraordinaires, de pelouses sèches avec des rhinanthes. Autre exemple, eh ben, on est à Arques, voilà, dans le Marais de Marois. L'ascenseur à bateau des Fontinettes, que certains connaissent. Et ben voilà, donc l'intervention de l'EPF initialement, c'était laisser des champs de cailloux avec des déchets de démolition sur les terrains. Bien sûr, au niveau du TN, hein, on ne vous fait pas des bosses, sauf si jamais ça sert pour pouvoir servir le projet. Et ben voilà, voilà ce qu'on est capable de faire. Ici, on était sur un territoire de parc naturel régional. On a travaillé avec un semencier qui vend des graines régionales, certifiées régionales, pour éviter la dispersion d'espèces non adaptées au patrimoine génétique non régional. Donc voilà un petit peu la démarche que je voulais vous présenter. Et ben, ce qui est intéressant, eh ben, c'est limiter avoir pas mal de coûts évités, les frais de gestion, le permitting si on a des espèces protégées. Quand c'est des mélanges de fabacées et de graminées, on peut continuer la dépollution des terrains quand c'est des pollutions organiques. Voilà. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on montre une image du territoire, une image dynamique, un respect des riverains, une logique de cadre de vie, de nature, je dirais, de nature temporaire. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on lutte aussi contre les îlots de chaleur urbains, parce que quand on va couvrir ces champs de cailloux de végétation, ça évite l'envol de poussière, ça évite l'accumulation de chaleur sur ces champs de cailloux. Donc il y a des effets, il y a de multiples bénéfices. Tous ces bénéfices ont permis à l'EPF de récupérer le prix du génie écologique en 2018 sur la multifonction de ces ensemencements, mais ce n'était qu'une étape. On a décidé, après cette première démarche, d'aller plus loin. Et là, on est encore sur des usages temporaires qui vont au-delà du simple verdissement. Les démarches de l'EPF, c'est maintenant de préserver systématiquement les sols en place, voilà, de les baliser dans tous les chantiers pour éviter que l'aménageur derrière ait un champ de cailloux s'il veut refaire des potagers, s'il veut refaire des espaces verts, s'il veut faire des nœuds d'infiltration. Nous n'hypothéquons pas, entre guillemets, l'avenir du terrain en essayant de garder les sols, voilà, les vrais sols. La deuxième démarche, eh ben, on préserve les arbres. Voilà, on aurait tendance au début, vous avez vu les premières photos, à faire une table rase pour permettre à l'aménageur d'avoir aucune contrainte. Et ben là, tous les arbres ici, c'était une maison de retraite, les bâtiments ont été démontés, tous les arbres sont restés. Alors de temps en temps, l'aménageur derrière, il dit, bah, c'est pas très sympa pour nous. Et je dis, non, taratata, à la rigueur, quand vous allez reconstruire, vous aurez un cadre de vie extraordinaire. Je pense qu'un appartement avec vue sur cèdre de l'Atlas, c'est plus sympa que vue sur une plaine où il y a des petits arbres qui font 2 mètres. Et si l'aménageur veut les couper, il les coupera, ça lui coûtera 100 €. Si jamais il doit replanter un arbre comme ça lui coûte 10 000 ou 20 000 €. Donc voilà, donc je lui laisse le choix, l'aménageur, et c'est à lui de jongler avec son plan masse pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Autre initiative, dans certains cas, là aussi, toujours avec l'accord de la MEL, parce que là, on prenait un peu plus de risques, c'est est-ce qu'on peut faire une forêt temporaire? Voilà, donc ici, on est à Roubaix. On a planté ça avec l'université populaire de Roubaix, citoyenne et populaire, avec les gens du quartier, avec les planteurs volontaires. On a planté 600 arbres, et sur le côté, en espérant que le projet urbain ne les mettront pas par terre, mais ça fait partie du deal. Si jamais ils disparaîtront. Autre initiative, là toujours sur le territoire de la MEL, à la demande de la MEL et de la ville de Lille-LM, tous les arbres qui étaient sur le site et qui gênaient, les chantiers de démolition, ont été déplantés, mis en pépinière, et ils sont de nouveau à la disposition de l'aménageur s'il veut les réutiliser sur le site. Donc on est dans une logique d'économie circulaire où là, le végétal devient une ressource au même titre que le sol, au même titre que les déchets de démolition.
Ici, toujours sur le territoire de la Melle, là on est à Roubaix. Voilà, donc une intervention à la demande des collectivités. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce site? J'aurais pu faire un simple ensemencement pour les pollinisateurs sauvages, mais dans une réflexion, est-ce qu'on pourrait faire des cultures particulières sur des espaces marginaux pour alimenter le méthaniseur de la Melle? Et on a testé de faire des cultures de céréales sur des anthroposols, voilà, avec l'introduction de messicoles pour faire multifonction et céréales et biodiversité, de manière à alimenter le méthaniseur et tester en disant effet colibri, plutôt que d'aller mobiliser des terres agricoles pour faire la méthanisation, ces terrains d'attente, faire du temps d'attente un temps de projet. Autre exemple, assez connu pour ceux qui travaillent sur les usages transitoires, vous reconnaissez le site Acco-Colombier. Encore une fois, à la demande de la MEL, voilà, on est intervenu 12 hectares de renouvellement urbain le long de la Lys. Et là, c'est un site qui fait 5 hectares, 3 hectares et demi ont déjà été déconstruits. Et là, le maire de Houpline, qui est en même temps vice-président à l'agriculture du territoire, nous a dit est-ce qu'on ne pourrait pas faire de l'agriculture sur cet espace, avec la logique de la frustration en disant bah, le temps de restaurer des sols, qu'est-ce qui se passe dans 5 ans, dans 7 ans qu'on doit partir, donc on doit jongler éventuellement la frustration. Donc ici, des mélanges de fabacées, de plantes ingénieurs, de facélie pour améliorer les sols. Donc vous voyez là, vous avez du bélilo, on a mis de la luzerne, on a mis du sainfoin, on a mis du trèfle, pour voir un petit peu comment on améliore les sols. Avec l'école d'ingénieurs ISA, Institut supérieur d'agriculture, on vérifie la restauration des sols et la mobilisation des polluants sur les matériaux, de manière à permettre aux suivants, dans le cadre de conventions qui vous ont été présentées, de développer le projet. Donc voilà, là, l'autre initiative, je suis le seul EPF de France qui ose cultiver du chanvre sur les parcelles. Donc là, un carré de chanvre sur la Houpline, c'était l'été dernier. Voilà. Et donc avec la MEL, on a eu un broyeur. Avec les saprofites, avec les associations locales, on a fait des matériaux pour faire de la couverture, entre guillemets, pour faire du mulch, pour être moins dépendant de matériaux extérieurs. Donc comment on fait des productions en biomasse? Je vous l'ai dit, soit énergétique, soit d'isolation, soit d'horticulture. Donc voilà, donc l'EPF ose cultiver du cannabis sur ses parcelles. Voilà, et donc on va plus loin, et on a parlé des initiatives de la MEL par rapport des AMO, comment on réfléchit sur les usages transitoires, comment on balise le parcours, on lève tous les liens, toutes les difficultés et tout ça. Et donc en parallèle, la ville d'Houpline, dans un premier temps et après la MEL, ont confié une animation, une AMO à une association des saprofites, et le terrain a été confié pour faire des jardins. Alors là, vous voyez, c'est des jardins hors sol, avec toute une animation avec les gens du quartier. On a, nous, EPF, récupéré un bungalow qui, plutôt que de le détruire sur un site, il a été apporté pour pouvoir accueillir les gamins, accueillir les écoles, accueillir les associations. Donc il y a toute une dynamique en place. On va commencer à créer un square temporaire. On a déjà fait les clôtures pour pouvoir le permettre. On va refaire des cultures à biomasse. Il y a une très très belle initiative sur Houpline. Et là, avec l'association Vivacité et le maire, on a fait toute une journée d'une matinée de présentation de l'ensemble d'initiatives sur le territoire régional. J'en ai fini. Dernier usage, on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. Utiliser l'éco-pâturage pour gérer nos sites, empêcher les espèces exotiques, empêcher les coûts de gestion. Alors les gestionnaires d'espaces protégés, les gestionnaires d'espaces verts savent le faire. Un EPF, on a acheté des moutons, on est passé en agriculture biologique. Voilà, et pendant 1 an et demi, nos moutons ont pâturé sur le site de Arc International qu'on a démonté. Voilà, j'en ai terminé. Hop, j'étais trop vite. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Guillaume pour le partage de ce témoignage et pour ces belles photos de paysages, même d'animaux, qu'on n'attendait pas forcément. Du coup maintenant c'est Guillain, tu vas nous parler du témoignage sur comment un bailleur a pu croiser une opportunité immobilière et le projet d'un acteur associatif pour mettre en place une occupation temporaire dans un immeuble en cours de relogement. Merci. Alors moi je n'aurai ni prairie ni culture de chanvre, j'en suis désolé. Mais effectivement, je vais vous présenter un projet d'urbanisme transitoire qui a été mené par Immobilière 3F. Alors Immobilière 3F, pour très rapidement, c'est un bailleur social du groupe Action Logement qui compte 134 000 logements en Ile-de-France et qui réalise 10 000 attributions à l'année. Et en Seine-Saint-Denis, c'est 25 000 logements, dont une partie dans des quartiers en renouvellement urbain, comme à Bondy, où a eu lieu le projet d'urbanisme transitoire que je vais vous présenter.
Donc on est au cœur de la Seine-Saint-Denis, non loin de Paris, et vous avez ici les principaux acteurs de ce projet, avec à sa tête en moteur et financeur l'ANRU, l'intercommunalité Est Ensemble, dont fait partie la ville de Bondy, la ville elle-même, en tant que bailleur social Immobilière 3F qui a porté le projet, et l'association Mon Premier Bureau qui l'a réalisé opérationnellement sur le site. Pour rapidement vous donner le cadre de ce projet, puisqu'il s'insère dans un projet de renouvellement urbain sur le quartier des Merisiers. Donc effectivement pour Immobilière 3F, c'est la démolition, le relogement puis la démolition de cette barre de 132 logements. La démolition aura lieu dans les prochaines semaines. Ça a nécessité 155 relogements sur 3 ans. Et à terme, sur l'espace foncier libéré, il y aura une centaine de logements qui seront construits en diversification. Sur ce site, on a eu 2 projets, donc le projet de coworking solidaire dont je vais vous parler aujourd'hui, et j'en profite aussi pour faire une parenthèse sur un autre projet qu'on a pu mener, qui était un accompagnement de salariés en mobilité en lien avec l'entreprise sociale Résidétape. Donc là, on était sur des salariés qui travaillent sur les chantiers du Grand Paris pour des grandes entreprises du bâtiment, qui sont dépêchés et recrutés pour travailler sur des missions très complexes en région parisienne. Ils peuvent venir de France, mais aussi de l'étranger. Ils sont dépêchés rapidement pour des courtes missions. Ils peinent à trouver un logement proche de leur lieu d'emploi sur les sites du Grand Paris. Et donc là, on a pu y répondre. 9 logements pour des salariés en colocation qui peuvent intervenir pour des missions de 3 à 6 mois. Résidétape meublait les logements et ça permettait un travail d'accompagnement assez rapide. Donc concernant ce projet d'urbanisme transitoire de coworking solidaire, pour Immobilière 3F, à l'origine, c'était surtout une opportunité qui était à saisir. On est à l'automne 2019. De notre côté, on a déjà commencé le relogement dans le cadre du projet de renouvellement urbain. De l'autre côté, Est Ensemble nous contacte. Est Ensemble est lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt ANRU+, sur l'urbanisme transitoire. Donc des premiers échanges ont lieu en ce sens. Et puis bon, on connaît ce que tout le monde a connu à la même période, une année 2020 un peu complexe avec la crise sanitaire. Donc les échanges continuent pour définir les contours opérationnels, identifier la structure qui sera porteuse. Le projet ne se met pas en place de suite, mais on y réfléchit toujours. Et donc, on y réfléchit pour répondre à un besoin local qu'on pressent et aux 3 objectifs principaux qui sont ici. Donc, l'objectif, c'est de s'adresser à un public qui est en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle, des personnes qui donc souhaitent créer leur entreprise et qui, pour ça, ont besoin d'accéder à un espace de coworking pour un coût symbolique, 1 € par jour, qui est vraiment, pour le coup, modeste et symbolique. Et ce projet, il a vocation effectivement à s'implanter dans un territoire qui n'est pas doté de ce type d'espace, comme beaucoup de territoires de la Seine-Saint-Denis est sous-doté de ce point de vue-là. Donc voilà, on essaye de répondre par l'idée de ce projet, avec l'ensemble des partenaires, à ces différents objectifs. Au niveau des lieux qui vont accueillir ce projet, donc on identifie un logement qui va être totalement remanié. On identifie un autre logement sur le même palier au niveau du 6e étage de la barre pour le stockage du mobilier qui va servir tout au long du projet. La remise en état du logement est assurée par Immobilière 3F. Également la pré-transformation du logement, puisqu'on transforme la cuisine et la salle de bain en espace de travail, donc on dépose les équipements sanitaires. L'embellissement du local, puisque ça devient un local, et l'apport du mobilier sont réalisés par Mon Premier Bureau. Et au final, ça donne un objectif de 5 à 6 postes de travail qui sont disponibles selon les activités qui vont être accueillies pour chacun. Dans les engagements des partenaires, effectivement, ce qui était nécessaire, c'était un cadre clair pour répondre aux différents enjeux que je vous ai mentionnés. Donc il y a eu une convention entre Immobilière 3F et Mon Premier Bureau pour la mise à disposition des locaux à titre gracieux avec unique paiement des charges. J'insiste, puisqu'on est effectivement sur un projet de relogement, enfin de renouvellement urbain avec un relogement avant démolition. On fait partir des personnes, c'est pas pour relouer derrière bien sûr les logements. Une autre convention qui lie Est Ensemble et Mon Premier Bureau pour la mise en œuvre du projet, et un accord de consortium dans le cadre du PIA ANRU+, entre Immobilière 3F et Est Ensemble pour financer une partie des travaux qui sont réalisés. Et donc au bout de cette réflexion, une ouverture prévisionnelle de l'espace de coworking qui devrait avoir lieu au printemps 2021. Et puis on en vient au projet évolutif au fil du temps, à sa réalisation, qui pour nous en tant que bailleur social est une expérience qu'on juge réussie et instructive. Donc le projet a finalement ouvert en octobre 2021, on y reviendra pour certaines raisons. On a accueilli donc des coworkers durant 9 mois. Parmi ces coworkers, donc 55% de femmes,
près de 2 utilisateurs ou utilisatrices sur 3 qui sont originaires de Seine-Saint-Denis, un tiers qui sont bondinois ou bondinoises. Donc on répond vraiment à l'objectif local et à ce besoin qu'on avait pressenti. Également quand même d'autres coworkers qui viennent d'autres départements, ce qui veut dire que le projet attire par ses caractéristiques en delà de la Seine-Saint-Denis. Un choix d'activité effectivement qui permettent la coactivité, si je puis dire, du marketing digital, du recrutement de stylisme. Et au fur et à mesure du projet, on a accueilli différents types de publics, comme des étudiants ou des étudiantes en formation à distance, puisque la crise sanitaire également nous a permis d'avoir ce type de demande, et comme on pouvait y répondre, on a souhaité y répondre en transformant un petit peu ce projet. Dans le cadre du bilan qu'on peut tirer de ce projet, on a des points positifs. Donc je le mentionnais, une localisation qui s'est avérée très pertinente, des prix très attractifs qui ont été salués par les différentes personnes qui ont investi le local. Une souplesse horaire aussi, puisque les personnes pouvaient avaient leur clé, pouvaient entrer dans le local et venir travailler en soirée, assez tard, le week-end. Donc c'était une souplesse qui était adaptée à leur activité. Je l'ai mis dans les points positifs aussi, des refus, parce qu'on a été victime de notre succès en quelque sorte, faute de place ou de disponible ou lieu adapté. On a eu beaucoup de demandes auxquelles on n'a pas pu répondre, mais ça reste positif puisque le projet petit à petit a fait des émules et on aurait pu avoir encore plus de personnes qui auraient été accueillies. Et une gestion quotidienne qui était fluide pour le bailleur, ce qui est un point positif. Le projet ne doit pas empêcher la gestion quotidienne pour nous. Dans les pistes d'amélioration, parce que bien sûr il y en a, anticiper le projet par rapport au temps du renouvellement urbain. On avait comme je vous le disais, on a saisi une opportunité en commun avec Est Ensemble et Mon Premier Bureau, mais on aurait aimé forcément, dans l'idéal, pouvoir anticiper ce projet, le mener sur une temporalité plus longue, mais le temps du renouvellement urbain était déjà lancé quand on a lancé ce projet d'urbanisme transitoire. Donc effectivement c'est venu se télescoper un petit peu. Et puis avoir une meilleure connaissance de la capacité réelle du porteur de projet, puisqu'on a eu quand même des difficultés, notamment pour le lancement du projet où les salles n'étaient pas terminées, donc on a eu un décalage du printemps à l'automne pour le lancement, ce qui a réduit la période d'expérimentation. Et également pour la sortie du projet, les temps de l'ANRU étant ce qu'ils sont, le relogement étant en train de se terminer, il fallait terminer le projet et c'était aux grandes dames, on va dire, de Mon Premier Bureau qui aurait voulu continuer un petit peu plus. Donc il y a ça effectivement qui aurait pu être mieux anticipé et qui aurait permis aussi, sur l'expérimentation plus longue peut-être, d'ouvrir le projet aux habitants de la Barre ou du quartier, même si ce n'était pas forcément l'idée première, ça aurait pu permettre de fédérer un peu plus largement au niveau du quartier. Donc comme je disais, pour nous le maître mot pour les conditions de réussite pour un futur projet, c'est l'anticipation, avec les partenaires institutionnels, par rapport aux conventions que j'ai pu vous mentionner, c'est très important, par rapport à l'information et à la communication externe avec les partenaires cités, mais aussi d'autres comme l'État, comme les médias aussi, pour pouvoir faire vivre le projet et le faire connaître. La compréhension des contraintes du bailleur au sein d'un projet de renouvellement urbain. Il ne faut pas alourdir en faisant arriver un projet d'urbanisme transitoire au sein du projet de renouvellement urbain qui est déjà assez complexe. Donc là, on a réussi ce pari-là, mais il faut le penser bien en amont. Et puis la disponibilité de ces partenaires institutionnels. Au début, bien entendu, tout le monde est ensemble et souhaite avancer ensemble, mais il faut garder cette cohérence ensemble tout au long du projet, parce que c'est un projet qui est long, avec des écueils à passer. Et il ne faut pas que le bailleur se retrouve tout seul à la fin pour gérer ça. Ça n'a pas été le cas du tout dans le cadre de ce projet, mais c'est quelque chose qu'il faut retenir. L'anticipation, elle se fait aussi avec le porteur opérationnel, bien entendu. Il faut qu'il soit solide, il faut qu'il y ait une transparence dans les échanges, il faut que les contraintes partagées soient claires. Il faut qu'il soit aussi conscient du contexte du quartier dans lequel il s'investit, puisqu'on est dans les quartiers en renouvellement urbain, c'est pas anodin, il peut y avoir différents types d'événements, des contextes particuliers. Donc il faut que pour le porteur, comme pour les publics qui sont accueillis, ce soit bien compris et su en amont du projet pour qu'il n'y ait pas de surprise dans la réalisation. Et puis avec les habitants et les habitantes, l'anticipation elle est importante, leur expliquer pourquoi ce projet a lieu, communiquer pour vraiment qu'il y ait une acceptabilité du projet, rassurer aussi, non madame, on ne vous fait pas sortir de votre logement pour remettre d'autres personnes et que le bâtiment vive encore. On est bien sur un projet d'urbanisme transitoire, ça c'est important et on a pu avoir ce type d'échange là avec les habitants. Et puis ça permet aussi en anticipant encore une fois de permettre potentiellement de basculer dans un véritable projet de gestion de l'attente. Ce n'était pas le cas aujourd'hui, c'était pas le cas pour ce projet, néanmoins en anticipant on permet de fédérer plus largement.
Et puis pour les équipes du bailleur, anticiper, ça permet du coup la mobilisation durable, là aussi, puisque c'est important, c'est eux qui conduisent les équipes de proximité au quotidien, le projet aussi, d'informer pleinement, qu'ils connaissent les objectifs, les évolutions, et ça permet que ce ne soit pas juste un projet techno lancé d'en haut et qu'il ne soit pas approprié sur le terrain, et ça c'est très important aussi pour la survie du projet dans le temps. Et donc, pour finir, des bénéfices qui, pour nous, sont réels, pour le bailleur comme pour ses partenaires, pour les missions du bailleur, puisque le projet accompagne le projet de renouvellement urbain. Il répond à des besoins qui sont sociaux, économiques et sociétaux. C'est une responsabilité aussi pour nous en tant que bailleurs. On a des logements vides pendant 1 an, 2 ans, voire plus. On ne peut pas aujourd'hui, connaissant la tension sur le logement social, voire sur les locaux d'activité, ne pas proposer des projets innovants qui permettent du coup d'utiliser ces espaces qui sont vides. C'est fédérateur aussi, et ça a du sens pour les équipes. Les équipes de gestion du bailleur ont l'habitude de on va dire de leurs activités de gestion classiques, mais là on parle d'un projet novateur qui les rassemble, qui donne du sens aussi à leur activité au quotidien, donc ça permet aussi de les fédérer. On est sur des partenariats gagnant-gagnant, puisque d'un côté pour le bailleur, on a quelque chose, une activité, une occupation dans une barre qui se vide, donc ça peut être compliqué pour les locataires qui restent en place. Voilà, une personne dans toute une barre, elle voit quand même qu'il y a une activité, ça lui permet de continuer à vivre un peu plus normalement au sein de son logement. Ça permet aussi pour l'intercommunalité de répondre à des enjeux économiques, l'accompagnement d'Est Ensemble auprès de ces structures. Et ça permet aux porteurs, comme mon premier bureau, de tester des principes, des actions, des modèles, pour voir si c'est duplicable et réalisable par ailleurs. Et puis, un dernier point, c'est l'occasion de valoriser l'engagement du bailleur. Pour nous, c'est aussi l'occasion, pour Immobilier 3F, de dire oui, un bailleur social, ça sait s'engager dans des projets innovants, que non, un bailleur social, ça n'est pas qu'un gestionnaire qui va percevoir uniquement les loyers de ses locataires. Oui, un bailleur social, il peut être conscient des responsabilités qu'il a avec les évolutions. Il s'est évolué avec son temps et c'est une façon aussi pour nous, en tant que bailleur social, de passer ce message. L'engagement social, il passe aussi par ce type de projet. Voilà. Merci beaucoup Guillain pour ce témoignage. On va maintenant passer à Hélène, de l'ANRU. Donc l'ANRU a accompagné de nombreuses démarches d'urbanisme transitoire dans les quartiers en renouvellement urbain. Elle a aussi organisé un groupe de travail sur le sujet qui a permis de partager ses retours d'expérience et aussi d'apporter des méthodologies pour les porteurs de projets, pour le territoire. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ces ressources qui sont à la disposition des maîtres d'ouvrage? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on a eu la chance à l'ANRU d'avoir des moyens pour accompagner des initiatives novatrices dans les quartiers. Et pour pouvoir accompagner ces innovations, on a donc apporté de l'ingénierie dans le cadre de groupes de travail qui réunissaient donc différents maîtres d'ouvrage, des collectivités, des bailleurs, des aménageurs, on peut avoir aussi des promoteurs, mais également ceux qui les accompagnent, donc des bureaux d'études, des services de l'État, des experts, des partenaires de l'ANRU comme l'USH par exemple, ou l'IAU, l'Institut Paris Région en Île-de-France, pour réfléchir collectivement aux difficultés, aux freins pour mettre en place des projets d'urbanisme transitoire dans des quartiers en renouvellement urbain. Donc on n'a pas été au-delà de notre secteur d'intervention, c'est-à-dire là où on a besoin d'articuler les projets d'urbanisme transitoire avec la mécanique complexe des projets de renouvellement urbain, la mécanique financière, temporelle et contractuelle. Donc on s'est réunis 6 fois sur 1 an quasiment. C'était l'occasion pour nous d'échanger entre pairs, mais aussi de se partager des problématiques entre acteurs différents, et puis aussi de faire des visites de sites pour découvrir des endroits qui ont déjà pu expérimenter l'urbanisme transitoire. Donc dans le cadre de ce groupe de travail, on a identifié les difficultés et on a trouvé collectivement des solutions. Et ces solutions ont été capitalisées dans un carnet qu'on appelle un carnet de l'innovation thématique sur l'urbanisme transitoire que vous retrouverez dans notre espace ressources, mais aussi sur Internet et sur enruscope.fr. Et donc qui permet de partager avec l'ensemble des acteurs du renouvellement urbain l'ensemble des recommandations méthodologiques qui ont été partagées et validées par l'ensemble des participants. Donc on a eu à peu près 40 participants à l'occasion des 6 rencontres, à chaque fois les mêmes qui sont venus partager leurs difficultés et leurs solutions. On a également des retours d'expérience avec des fiches projets qui permettent d'expliquer des exemples de projets d'urbanisme transitoire, combien de temps, le modèle économique, avec quel acteur, les difficultés,
voilà, les pistes concrètes qui fonctionnent sur ces territoires-là. On a également aussi capitalisé des documents types, par exemple un modèle de convention d'occupation temporaire. Quand on est une association, par exemple locale, et qu'on souhaite proposer d'occuper le rez-de-chaussée du bailleur, eh ben, c'est bien de venir avec des petits outils déjà prêts pour encourager la réalisation du projet, comme par exemple quel financement je peux mobiliser. Dans le carnet, vous avez une liste des financements qu'on pourrait trouver soit par l'ANRU, soit auprès des différents partenaires nationaux pour accompagner l'urbanisme transitoire. Et puis aussi, donc, on a des petits encarts qui permettent de faire des focus sur des facteurs de réussite et de réplication pour le territoire qui souhaite mener un projet d'urbanisme transitoire. Alors ce carnet, il est construit autour des 5 grandes étapes qu'on a identifiées collectivement pour mener un projet d'urbanisme transitoire. Et donc la première étape, c'est la première vraiment qui a fait l'unanimité, c'est comment on identifie les sites et l'opportunité de réaliser un projet d'urbanisme transitoire. Donc là, l'idée c'est de pouvoir commencer à connaître ces espaces-là, donc à les recenser, les identifier, mettre en place une grille d'analyse pour pouvoir identifier le potentiel et ensuite identifier les conditions de faisabilité et donc à les vérifier avant d'aller voir les responsables qui seront les décisionnaires de oui ou non on fait ou pas un projet d'urbanisme transitoire sur tel ou tel site avec tel ou tel acteur. Donc là, par exemple, donc dans cette première partie du livret, on retrouve une grille d'analyse des sites avec des indicateurs types, un tableau des normes réglementaires qui sont à prendre en compte quand on veut occuper un espace bâti, par exemple, si on veut accueillir du public, quelles sont les normes qu'il faut remplir et quels contrôles il faut effectuer avant de mettre en place son projet d'urbanisme transitoire. Donc ce sont des conditions de faisabilité, des petites clés qu'on vous donne dans le carnet pour pouvoir vous aider si vous souhaitez mener de telles démarches. Là, le porteur de projet qui nous a le plus inspiré et outillé, c'était Est Ensemble, qui a mené notamment un appel à manifestation d'intérêt renouvelé chaque année, l'AMI Tempo, qui a fait ce travail d'identification des sites sur son territoire pour ensuite les mettre à disposition d'initiatives qui l'accompagnent financièrement. Donc il y a le détail de cette initiative-là dans le carnet de l'innovation. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a identifié les sites, on se pose la question de quel objectif on se donne sur ce site. Est-ce que c'est réaliser une animation saisonnière pour occuper le temps long du projet et fournir de l'animation pour les habitants, les jeunes du quartier? Est-ce que c'est plutôt un moment qu'on souhaite utiliser sur cet espace pour préfigurer un aménagement à travers peut-être l'installation de mobilier temporaire pour voir si ça fonctionne ou la préfiguration de la voirie? Ou bien est-ce que c'est gérer l'attente sur du temps long et dans ces cas-là on choisit de végétaliser les espaces, de créer une pépinière urbaine qui permettra donc améliorer le cadre de vie immédiatement, valoriser l'image du quartier et ensuite de réutiliser la ressource qu'on aura créée pour l'aménagement futur du quartier. Donc il faut vraiment se poser la question de quel objectif on souhaite avoir pour le projet sur tel ou tel site. Et à partir de là, donc on a mis à disposition des configurations possibles au regard du potentiel du site. Donc ça aussi, vous le retrouvez dans le carnet d'urbanisme transitoire, carnet d'innovation, pour se dire, voilà, en fonction du site, de ce qu'on souhaite faire, quelle configuration et quel type de projet est possible. Ensuite, ce qu'on a indiqué dans le carnet, ça répond vraiment à toutes les questions qu'ont posées les membres du groupe de travail. Quelles sont les grandes étapes que je dois mener de A à Z et comment on s'inscrit dans le projet de renouvellement urbain. C'est-à-dire, j'identifie des gros travaux à faire sur mon espace. Est-ce que c'est encore possible de demander à l'ANRU des cofinancements dans le temps de la validation du projet et de la contractualisation? Donc on a essayé d'apporter des petits éclairages sur ces aspects temporels et contractuels pour vous outiller. Voilà. Ce qu'on a aussi indiqué en termes d'outils, c'est comment on peut mobiliser les habitants. Quels sont les différents types d'animations qui permettent de faire avec, mais aussi pour. Parce que parmi les grands objectifs du projet d'urbanisme transitoire, ça va être de répondre à un besoin local. Et ce besoin local, il va être assez facilement signifié par les habitants ou par les associations qui vivent dans le quartier. On l'a vu par exemple avec la phase de crise du Covid, on avait besoin d'espace pour stocker, je dis n'importe quoi, mais des masques ou des denrées alimentaires pour fournir les habitants. Donc là, on va pouvoir, à travers le dialogue entre les différents acteurs du quartier, pouvoir répondre à un besoin immédiat en occupant un espace qui est vacant, voire faire des mini-travaux à minima pour pouvoir répondre à ce besoin. Troisième étape, donc une fois qu'on a identifié le site, défini l'objectif et vérifié les conditions de faisabilité, on va monter le projet. Donc pour le montage, la première étape, c'est identifier les acteurs. Quels sont les acteurs autour de la table, les décisionnaires et les parties prenantes? Donc parmi les décisionnaires, classiquement, vous avez des schémas qui expliquent tout ça dans le carnet. On a le propriétaire foncier, on a évidemment aussi les élus, et puis aussi ceux qui vont s'investir. Souvent, c'est une structure occupante.
de l'espace vacant. Et puis, quelles sont les parties prenantes? Donc là, on l'a dit, par exemple, il y a les associations du quartier, mais on peut aussi avoir les gardiens d'immeubles. On peut avoir tous les types d'acteurs qui vivent sur le quartier, les entreprises qui cherchent, je ne sais pas, un espace pour stocker quelque chose, ou une ferme qui a besoin d'avoir un espace de vente dans le quartier. Donc on va du coup avoir plein d'acteurs parties prenantes qui vont être intéressantes et utiles à impliquer pour pouvoir conduire son projet d'urbanisme transitoire et donc contribuer à sa réussite. Vous retrouvez dans le carnet les modes de contractualisation type d'un projet d'urbanisme transitoire possible et aussi des méthodes par exemple pour lancer un AMI si on souhaite identifier un occupant pour son site. Ensuite, les deux dernières étapes, donc on a le montage du modèle économique. En fonction de ce qu'on souhaite faire, on pourra ou pas dégager des recettes. Et enfin, on a l'étape de gestion de la fin du projet. Donc après avoir évalué si le projet a répondu aux objectifs initiaux, les impacts sociaux, environnementaux, économiques pour le quartier, mais aussi pour les habitants, on va pouvoir décider de la suite. Est-ce qu'on pérennise? Est-ce qu'on ajuste? Est-ce qu'on déplace? Est-ce qu'on duplique ou pas? Voilà. Et donc en conclusion, l'objectif est de vous dire, on vous retrouve aussi ce schéma-là dans le guide, c'est que tout est imbriqué, tout est logique. On vous a remis ici un exemple de trame type de frise chronologique qui vous montre comment le projet d'urbanisme transitoire qui est en jaune s'intègre avec le projet de renouvellement urbain qui est en rose et avec le projet de gestion et donc dont le dialogue permanent permet de répondre aux différents enjeux du renouvellement urbain qui sont donc d'accompagner la transformation du quartier d'un point de vue qualitatif et pérenne. Merci. Merci beaucoup Hélène pour la présentation de ce guide. On va maintenant passer la parole à Alice. Donc l'ANRU réaffirme ses attentes sur les projets de gestion urbaine. Quels sont les points clés et qu'est-ce qu'attend l'ANRU à travers ces projets de gestion en termes de dynamique collective des acteurs du renouvellement urbain et comment la gestion notamment de l'attente et du chantier s'inscrit comme une étape clé de ce projet-là? Merci. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, donc pour ce NPNRU, l'ANRU réaffirme la nécessité, affirme la nécessité d'intégrer un projet de gestion partenarial dans les conventions de renouvellement urbain. Vous saviez que dans le PNRU, on parlait d'annexer une convention GUP dans les 6 mois qui suivaient la signature de la convention. Donc on voit bien, il y a des éléments de continuité, il y a des éléments d'inflexion. Qu'est-ce que ça veut dire ce projet de gestion? Pourquoi? Enfin voilà, quelles sont les inflexions que l'on recherche? Alors déjà, en termes de... Je vais commencer par les éléments de continuité. Je pense que c'est d'abord la très grande conviction qu'on a à l'ANRU et avec vous, collectivités, bailleurs, services de l'État, de l'importance de la gestion urbaine pour la qualité, pour l'image, pour l'attractivité des quartiers en renouvellement urbain. Je pense que les retours d'expérience du PNRU le montrent. La gestion urbaine, sa qualité, elle a un enjeu politique immense. Elle dit quelque chose de la préoccupation des institutions vis-à-vis des quartiers, vis-à-vis des habitants. Elle dit quelque chose au plan social, elle est déterminante pour la qualité des relations sociales, la qualité du vivre ensemble sur un quartier. Elle est déterminante sur le sentiment d'insécurité ou de sécurité, sur les faits même et les incivilités qui s'y déploient. Elle participe du bien-être, de la santé des habitants. C'est un déterminant de santé. Demain, on aura un atelier là-dessus avec l'ARS Île-de-France. Voilà, il nous alerte aussi sur ce sujet. Et puis enfin, c'est une dimension économique majeure puisque, vous le savez bien, toutes les démarches d'approche en coût global le montrent. Au-delà de la dimension d'investissement dans la qualité d'un aménagement global, il faut bien sûr prendre en compte la notion d'investissement. Donc voilà, ça c'est ANRU ou pas, c'est une dimension bien sûr très importante et les retours du premier programme nous ont montré aussi que la gestion urbaine était essentielle en termes de crédibilité pour un projet urbain, c'est-à-dire on vend un projet à des habitants qui va se déployer sur une période très longue. Si on n'est pas capable tout de suite de régler les dysfonctionnements les plus importants, de bien gérer le ramassage des poubelles, gérer les épaves, etc. Je veux dire, on n'est pas crédible, on le sait. Enjeu de crédibilité aussi pour la phase chantier. Enjeu aussi de qualité et de durabilité, c'est-à-dire que bien sûr que la qualité des quartiers de demain, elle est déterminante du soin que vous allez tous donner en tant que dans les opérations, à la programmation, à la conception, la réalisation, la mise en service. Mais ensuite,
la façon dont les gestionnaires vont entretenir le site, dont les habitants vont se l'approprier, hein, en dialogue avec les gestionnaires bien sûr, dont les gestionnaires pourront éventuellement aussi revenir sur des petites, sur des configurations pénalisantes, dont ils pourront maintenir le site dans la durée, elle va être déterminante. Donc je pense que le premier élément de continuité, c'est vraiment notre conviction partagée que c'est important. Et ce projet de gestion, d'ailleurs on en a parlé en continuité avec la NCT, avec nos partenaires ANCT USH, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans toutes les démarches de GUP initiées dès les années 90. Alors, et en termes de continuité aussi, c'est vrai que le contenu de ce qu'on en attend, il est assez proche, il sera assez proche de ce que vous faisiez déjà, c'est-à-dire dans les projets de gestion, on va parler dimension de propreté, on va parler stationnement, on va parler cadre de vie, embellissement, on va essayer de soutenir des initiatives habitantes, voilà, ça c'est important aussi, rassurez-vous, l'idée c'est de s'appuyer sur l'existant. S'appuyer sur les démarches de GUP qui existent déjà, s'appuyer pour les bailleurs sur les conventions d'utilisation de la TFPB, dont il faut qu'elles soient cohérentes avec, mise au service de ce projet de gestion. Maintenant, pour nous, ce qui change peut-être, je vais insister sur 3 points profondément avec cette notion de projet de gestion, ce qu'on souhaiterait mieux voire mis en avant, parce que le premier programme nous a montré que c'était insuffisant, c'est premièrement l'articulation et l'intégration avec le projet urbain. C'est-à-dire qu'on avait parfois, c'est malheureux mais c'est comme ça, des projets urbains qui se développaient sans dialogue avec la GUP, ou inversement des chargés de mission GUP qui développaient leur plan d'action de GUP indépendamment du projet urbain. Bien sûr que les deux ont partie liée, et qu'il faut pouvoir, déjà en termes d'échelle, pour nous, le projet de gestion, il cible clairement le quartier en renouvellement urbain. Et sa stratégie d'intervention, elle est ciblée, adaptée au contenu du projet urbain et à son phasage. C'est-à-dire que le projet de gestion, il ne va pas être le même, et c'est, je pense, ce que la MEL nous a montré avec ses projets de gestion différents sur les 13 quartiers en renouvellement urbain. Le projet de gestion, il n'est pas le même selon l'ampleur du projet urbain, il n'est pas le même sur des secteurs non impactés par le projet où il va falloir accompagner d'éventuels reports de dysfonctionnement, une déqualification peut-être à terme, ou sur des secteurs impactés à très court terme, les immeubles voués à la démolition, ou à plus long terme, voire en transition, comme les friches par exemple. Donc premier élément. Deuxième élément, c'est la question du mode projet, c'est-à-dire au travers de ce mode projet, on pense que la gestion urbaine, comme le projet urbain, comme l'urbanisme, mérite projet. Et un projet, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'adapte, qui n'est pas figé, qui est évolutif et vivant. On a trop souvent eu des conventions GUP qui parfois étaient n'étaient jamais revisitées. Pour nous, le plan d'action de la gestion, le plan d'action du projet de gestion, il doit être revisité tous les ans lors des comités de pilotage, lors des revues de projet qui devront se poser la question. Je reviens sur la question de l'articulation projet de gestion, projet urbain. Effectivement, elle se joue aussi dans l'articulation des modes de gouvernance et des modes de pilotage. Il faut absolument que le chef de projet renouvellement urbain, le chef de projet de la gestion urbaine se parlent, dialoguent. Même chose du côté des instances de pilotage, qu'on fasse des points réguliers en comité de pilotage renouvellement urbain sur l'avancement du projet de gestion, ou que le projet de gestion fasse l'objet d'un focus spécifique lors du revue de projet. Peut-être un point aussi, mais je ne veux pas, parce que le temps nous est compté, c'est le lien avec l'insertion. Alors, je ne veux pas développer, mais c'est un sujet très important. Bien sûr que la gestion est une façon de diversifier de manière très complémentaire aux travaux les publics et les marchés d'insertion. On est convaincu qu'on peut davantage travailler cette question. Alors, voilà un petit peu donc une première réponse. Maintenant, pour objectiver un petit peu ce que l'on attend en matière de projet de gestion pour ce NPNRU, donc on a publié un document qui est en ligne sur Enruscope, donc qui vise à vous présenter des éléments de méthode. L'idée n'est surtout pas de présenter un document type, parce que déjà le projet de gestion idéal n'existe pas puisqu'il évolue, et il est bien évidemment immédiatement dépendant du contexte. Et le projet de gestion idéal non plus d'ailleurs n'existe pas. Donc ce qu'on vous propose plutôt en termes de méthode, c'est de vous poser les questions de comment je l'élabore, ce projet de gestion, comment je le programme et comment je le mets en œuvre et je le suis. Donc
évidemment, il y a une partie diagnostique. Donc, Elisio nous en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir, mais l'installation des instances, du pilotage, le diagnostic, se poser la question de l'impact du projet urbain sur les situations de gestion est essentiel pour définir des orientations stratégiques qui sont différentes, encore une fois, selon les quartiers, quand on en a plusieurs, en renouvellement urbain. Vous avez ici, en termes d'illustration, des orientations stratégiques, par exemple, sur Angers-Loire Métropole, qui sont adaptées, bien sûr, sur les différents quartiers en renouvellement urbain. En haut également, un petit process des différentes étapes d'un projet urbain qui, du coup, selon qu'on est en phase programmation, travaux ou livraison, on n'a pas les mêmes effets, bien sûr, sur les situations de gestion. En termes de programmation opérationnelle, le projet urbain, il a deux composantes essentielles. Il va porter sur des actions d'amélioration de la gestion du quartier, c'est-à-dire que projet urbain ou pas, il y a des chaînes de gestion, des filières qu'il faut améliorer. Tout ne dépend pas du projet urbain. Et puis des actions d'adaptation de la gestion du quartier au vu du projet urbain. Et c'est là que l'on retrouve donc, nos phases d'articulation, gestion de l'attente du projet urbain, gestion du chantier et anticipation de la gestion future. Enfin, donc, le point clé détaille un certain nombre, les différents repères qui nous semblent essentiels pour suivre l'avancement du projet de gestion, faire une revue de projet annuelle, comme pour le projet urbain, et puis l'évaluer. Dans les petites illustrations, une illustration de la gestion de l'attente sur un immeuble, donc une fresque pour montrer la requalification à venir, et puis une illustration de la gestion du quartier en travaux, donc avec un système de triptyque qui est actualisé de manière différenciée. Alors, une tentative pour de schéma qu'on souhaiterait améliorer, en tout cas pour vous montrer comment effectivement projet urbain, projet de gestion, projet d'urbanisme transitoire, bien évidemment dialogue. On voit bien que le projet de gestion, même si les situations de gestion elles sont là, bon, il a quand même besoin des orientations du projet urbain pour travailler, mais qu'au stade où il est en phase diagnostique, le projet de gestion, il peut faire remonter, et ça c'est super important, des enjeux de gestion à prendre en compte dans le projet urbain, surtout lorsque ces sujets n'ont pas été suffisamment intégrés par les maîtrises d'ouvrage, etc. Donc le projet de gestion, il peut avoir cet élément correctif qui est extrêmement riche. Et finalement, vous voyez qu'à toutes les étapes de définition, travaux, réception, notre idée importante, c'est de se poser la question de l'impact, encore une fois, du projet urbain sur les situations de gestion et de faire une évaluation post-travaux, puisque la gestion, le projet de gestion, ensuite, il reprend les éléments en gestion. Le projet d'urbanisme transitoire, bien sûr, est articulé avec le projet de gestion. Parfois, il le précède, parfois, il en est une continuité pour gérer l'attente. Enfin, voilà, donc, je ne vais pas m'étendre trop, mais bien sûr qu'il faut penser ces éléments de manière articulée et en complémentarité. Merci beaucoup, Alice. Pardon. On va avoir un petit temps de questions, si vous le souhaitez. Donc, je vais vous faire passer le micro. Il y avait une question au fond tout au début. Je ne sais pas si elle est encore d'actualité. Elle est encore d'actualité ? Oui, bonjour. Allô ? Vous m'entendez ? Ah oui, d'accord, ok. J'avais une question, c'était sur la première partie par rapport à la gestion des chantiers. Vous avez indiqué qu'il y a une convention partenariale de gestion des chantiers qui est signée avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage. Et je voulais savoir par rapport aux mesures coercitives, est-ce que votre collectivité elle a mis en place des mesures et quelles peuvent-elles être ? Ce n'est pas vraiment une convention, c'est un règlement de chantier qu'on voudrait intégrer dans les dossiers de consultation des entreprises. Et donc forcément, dans les CCAP, il y a des paragraphes sur les pénalités que l'on peut modifier. En fonction de la maîtrise d'ouvrage, certains vont vouloir mettre en place des pénalités, d'autres non. C'est vraiment au bon vouloir de la maîtrise d'ouvrage qui lance son DCE. J'ai répondu à vos questions ? On fera les relances après. Pardon. J'ai une autre question ici. Oui,
Éric Evin, délégation territoriale de la Seine-Maritime, des DTM. Je suis un peu dubitatif sur l'articulation du projet de gestion par rapport au contrat de ville. Quand on lit l'article 5 du RGA, on voit que le projet de gestion, si je schématise un petit peu, enfin tel que nous on l'a compris, c'est un accompagnement du temps mort. C'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe entre le moment où j'interviens dans mon quartier et le moment où le NPNRU sera terminé. On l'a vu avec le PF des Hauts-de-France sur les terrains qui sont traités de façon admirable. On l'a vu avec 3F, avec le coworking dans des bâtiments qui sont voués à la démolition. C'est-à-dire que là, le projet, c'est de dire, attention, entre le moment où on va commencer et le moment où on va terminer, il va y avoir un temps long qui va être long pour les habitants. On a intérêt à accompagner ce temps mort, on a intérêt à accompagner ce changement. Ok, très bien, pas de souci là-dessus. Par contre, on voit quand même poindre, je vais forcer un petit peu le trait, hein, et vous me dites où est-ce que je me trompe. Mais on voit poindre quand même une forme d'ingérence dans le contrat de ville. Il y a des choses qui relèvent de la compétence de l'EPCI sur le contrat de ville, un contrat de ville qui est signé avec l'État et tous les partenaires, sur comment est-ce qu'on gère le quotidien des quartiers. De dire aujourd'hui, il faut que dans le cadre d'un projet de gestion, on vienne nous rendre compte, par exemple dans une revue de projet annuelle, de comment vous gérez le quartier, on s'ingère quand même sur quelque chose qui est déjà traité normalement dans le cadre du contrat de ville. Et donc moi j'ai peur, j'allais dire d'une réaction de refus de la part de la collectivité, de dire attendez, nous on a déjà un contrat de ville avec des chargés de mission, contrat de ville, etc., dans lequel l'État est partie prenante, pour lequel vous avez une dotation politique de la ville, dans laquelle on échange ensemble, etc. On ne va pas remettre une couche là-dessus, au prétexte qu'il y aurait l'ANRU. D'accord, il y a ce champ est déjà traité. Vous pouvez arriver à votre question, s'il vous plaît. Non mais, voilà, c'est-à-dire que, en plus on va avoir la question du financement. On va avoir la question du financement, de dire si vous voulez mettre en place un projet de gestion, il va falloir me payer les ETP. Aujourd'hui, les enveloppes, on ne les a pas. Déjà qu'on a du mal à financer toutes les enveloppes, bref. Non mais ma question elle est là, c'est est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin dans ce projet de gestion aujourd'hui entre l'ambition initiale de dire on occupe le temps mort et là aujourd'hui les déclarations d'intention qui sont faites, est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin, est-ce qu'on ne va pas dans l'ingérence sur le contrat de ville? Merci pour cette question, je vous laisse répondre. Vous m'entendez? Alors, déjà, si le contrat de ville est porteur d'une convention de gestion urbaine de proximité et d'une démarche avec une dynamique, je veux dire, qui à la fois travaille sur la coordination des interventions et sur l'adaptation des modes de gestion, je veux dire, le projet de gestion, il peut se contenter, j'allais dire, de se demander, compte tenu du projet urbain à venir, qu'est-ce qu'il faut faire de plus, vous voyez, donc j'ai insisté sur ce côté. On s'inscrit dans un existant, ça c'est très clair. Maintenant, on sait quand même aussi que c'est un retour du premier programme, que on a vu des erreurs, on sait qu'on n'a pas forcément bien tout anticipé, on sait que parfois la phase chantier, malgré toute la bonne volonté, elle est super compliquée, que la phase d'attente, j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais elle conduit à une démobilisation fréquente des acteurs de la gestion, parce qu'en fait, ils en peuvent plus d'intervenir sur des quartiers vétustes, etc. etc. Donc oui, alors il y a de la conviction, oui, on est sur une dimension du domaine de compétences, en partie du porteur de projet, des bailleurs, des services de l'État local, etc. Mais ce sont toutes ces compétences qui, toutes ensemble, de toutes les façons, constituent ce qu'on appelle la gestion urbaine, et la gestion urbaine de proximité. Et dans ce double enjeu de renforcer la coordination, ça c'est très bien, on l'a globalement dans les premiers volets, contrats de ville, etc., ça a été relativement bien fait. Maintenant, ce qui reste, et on le sait, c'est l'adaptation des modes de gestion. Et n'importe quelle collectivité, n'importe quel bailleur le sait très bien, on ne gère pas pareil une tour de 300 logements ou un bâtiment bas, vous voyez, on ne gère pas. Il faut adapter les modes d'intervention au contexte en termes de vocation des espaces, mais aussi en termes de travaux. Alors voilà, nous, tout ce qui nous importe, c'est qu'effectivement, ce travail méthodologique, cette réflexion puisse être faite, parce qu'on pense que c'est essentiel d'anticiper pour gérer, comme vous le dites, le temps, gérer l'attente, gérer le quartier pendant le chantier et anticiper tous les bouleversements. Voilà, ce que je peux vous répondre.
Et n'oublions pas que le projet de renouvellement urbain, il est un des volets du contrat de ville aussi par rapport à votre question. Merci, on va prendre une dernière courte question et courte réponse. Bonjour, je voulais réagir sur ce qui a été dit dans la première intervention, sur le fait que les opérations d'urbanisme temporaire doivent nécessairement penser l'après. Et du coup, ma question porte sur deux volets. D'une part, pour les bénéficiaires, entre guillemets, de ces sujets temporaires, ils vont profiter, au final, on le voit dans l'exemple d'Immobilière 3F, de conditions qui peuvent être exceptionnellement favorables. Et du coup, je voulais vous demander s'il y avait un accompagnement et comment vous arriviez à le faire vivre vers l'après, pour que du coup, des gens qui n'auraient pas trouvé de bureau l'ont trouvé et qui ne se retrouvent pas du coup à nouveau sans bureau après. Et d'autre part, la question de penser l'après, nous on se pose aussi cette question-là du point de vue des habitants et des riverains, c'est-à-dire si on voit émerger des choses qui sont exceptionnelles, qui sont géniales, qui font voir plein de potentiel au territoire et qu'après on a des immeubles de promotion privée avec des clôtures partout, est-ce qu'on n'a pas une certaine déception, un risque de déception qu'il faut anticiper, et comment vous mettez en place voilà, ces différents systèmes d'accompagnement? Merci d'avance pour votre réponse. Peut-être laisser Guillain, Hélène, vous voulez répondre? Je vais être bref et je laisserai Lamelle compléter. Effectivement, de notre côté, ce qui a été particulier, c'est que la fin du projet avec le porteur en question n'a pas été parfaitement limpide. Vous m'entendez? Oui. N'a pas été parfaitement limpide et donc du coup on n'a pas forcément accompagné le porteur dans la sortie du projet tel qu'on l'aurait souhaité, parce que voilà, ça s'est pas forcément parfaitement bien passé. Néanmoins, vous avez totalement raison, c'est clairement une anticipation qu'il faut faire. Je pense que Lamelle pourra mieux le dire que moi en tant que bailleur social, mais clairement, il faut penser l'après dès le début en fait. Enfin, il n'y a pas le choix. Quand on suscite un intérêt sur n'importe quel type de projet, il faut qu'on puisse avoir identifié, si possible, un lieu, si possible, une structure pérenne derrière. Parce que, comme vous le dites, on va réveiller des besoins. Et donc, ces besoins, une fois qu'ils sont couverts, il faut continuer à les couvrir. Si c'est pour les couvrir pendant 1-2 ans et tout arrêter derrière, ça n'a pas forcément de sens dans la continuité. Je voulais juste rajouter que j'ai pas fait la précision, mais entre l'urbanisme transitoire et la gestion transitoire, c'est deux choses complètement à part. Alors c'est ma propre définition, en tout cas avec les collègues de l'AMEL, on a la même. L'urbanisme transitoire, vous savez déjà quel est votre temps de vacances et vous savez quel est le projet qui va arriver, alors que la gestion transitoire, on veut que le quartier continue à fonctionner parce qu'on va retirer des services aux habitants. Et en fait, en gros, on veut que le quartier continue à fonctionner. On va leur compenser, grâce à de la gestion transitoire, des choses qu'on leur a retirées. Et par contre, on ne sait pas combien de temps sera le temps de vacances. Et le temps de repli, c'est un sujet qui fait vraiment peur aux élus. C'est vraiment un travail, mais pas qu'aux élus, aux techniciens aussi. Il faut absolument convaincre, expliquer. Et le lieu de repli est très important, très important. Juste, pardon, pour compléter, en fait, ça fait partie des questions pour lesquelles on n'a pas encore trouvé de réponse dans le groupe de travail. C'est la notion de parcours résidentiel pour les occupants. Parce que quand on propose des espaces vacants à des occupants, parfois ils ne viennent pas du quartier, ils viennent d'ailleurs. Et parfois ils créent une activité économique ou ils créent une réponse à un besoin. Et donc on a besoin parfois de maintenir la réponse à ce besoin. Et donc ça nécessite de maintenir le dialogue avec l'ensemble des acteurs du territoire, locaux et aussi beaucoup plus large, pour trouver des solutions pour pérenniser la réponse aux besoins. Donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper toujours, et toujours vraiment les mots-clés, c'est anticiper et dialogue permanent pour répondre à ces questions qui vont arriver à la fin du projet. Oui, Est Ensemble notamment, c'est vraiment poser la question à l'échelle du territoire. On a eu la chance de les accompagner en ayant vraiment cette réflexion sur plusieurs quartiers pour avoir ces opportunités qui se suivent quelque part. Donc merci beaucoup pour vos questions, merci pour vos interventions très intéressantes. Donc, ce qu'a montré l'atelier, comme le disait Elisio à l'instant, c'est l'urbanisme transitoire. Il va participer au projet urbain. Il va également participer au projet de gestion, à la question de la gestion de l'attente, de la mobilisation des partenaires, l'impact sur les espaces du quartier et les espaces en friche. Et deuxième point qu'a montré cet atelier, c'est comment le projet de gestion, la contribution du projet de gestion
est importante, comment il y a un lien à construire avec ce projet d'urbanisme transitoire, parce que les deux travaillent en fait sur la même phase, qui est cette phase d'attente ou la phase de travaux du projet urbain. Et la dernière chose, c'est qu'il y a un intérêt fort à faire dialoguer le projet d'urbanisme transitoire et le projet de gestion pour anticiper le renouvellement urbain et accompagner la transformation de ces quartiers. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne journée. S'il vous plaît, juste, voilà, merci de bien laisser les casques sur vos chaises.